Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, dans ma vidéo de retour, j'ai expliqué que j'allais faire une super émission avec des gens écolos et tout. Et ben c'est parti, c'est le premier épisode de Il y a plus de saison. Bonsoir. Ça va ou quoi? Oh là là, quel plaisir. Oh, il y a du monde. Oh, j'ai peur. Non, ça fait vraiment plaisir. C'est bon pour la musique. C'est bon, je vais pas faire ma choré tout de suite. Non, c'est vraiment cool, merci d'être là. On a mis en vente les places la semaine dernière. On a communiqué dessus la semaine dernière et c'est complet. Donc ça fait vraiment plaisir. À croire que les gens ont envie de parler de la fin du monde avec des bonnes blagues. C'est cool, c'est un bel été là, ça se passe bien l'été, il fait pas trop chaud. Des températures normales pour un été. Je m'appelle Swan Périssé et ce soir c'est la première d'un spectacle qui s'appelle Il y a plus de saison. Ce soir, c'est filmé. Normalement, on ne fera pas des gros zooms sur vos visages. Donc ne vous inquiétez pas, si vous sortez avec un homme riche de droite, il ne va pas vous déshériter. Il ne vous verra pas. Ça fait plusieurs années que je rêve de faire ça, donc un spectacle qui mélange humour et écologie. C'était pas facile à mettre en place. J'allais voir les gens, les productrices, producteurs, je faisais « Tu sais, la fin du monde, là !» Gros potentiel comique. La crise climatique. Des grosses barres de rire. Faites-moi confiance sur ce coup-là. Donc j'ai mis du temps à défendre mon truc un peu. La crise climatique, c'est pas drôle, mais c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, moi, je me suis toujours nourrie du désespoir pour faire des blagues. Et s'il y a bien des gens qui ont de quoi être désespérés en ce moment, c'est bien l'entièreté de l'humanité. Donc, on y est. Et j'ai lu dans un magazine qui s'appelle Climax que Gérard Jugnot disait « Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer, même s'il n'arrête pas la pluie. » Ce soir, je serai votre petit essuie-glace. Voilà. Le monde va plutôt mal, hein. Ouais. Parfois, je fais pipi sous la douche pour éviter de tirer une chasse d'eau. Et j'entends à la radio que Patrick Pouyanné vient d'avoir la Légion d'honneur. Bon, il y a clairement une couille dans le potage. Et Dieu sait que c'est énervant pour une féministe de se retrouver encore une fois avec un testicule dans la bouche sans avoir fait exprès. Oh là non, mais foi non. On m'a dit plus fort. On a raté tout dans la bouche, on a dit. J'aime bien regarder vos visages... quand je fais cette vanne, parce que je vois les gens qui sont abonnés à mes réseaux sociaux et les gens qui ont entendu parler de moi sur Télérama. Qui sont là. Pourquoi cette jeune femme nous parle des parties génitales qu'elle met dans sa bouche? Je ne conçois pas. Vous n'avez rien vu encore. J'ai l'impression qu'on sait tous qu'on est grave dans la merde, mais qu'on ne sait pas trop l'impact que ça va avoir sur nos vies. Qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a déjà sur le monde, sur des humains. Et j'y viens et j'ai besoin de savoir ce qui va arriver. Et mon premier invité pour répondre à la question « Quelle vie nous attendent ?» va y répondre devant vous ce soir. Je vous prie de faire un maximum de bruit pour accueillir le king des émissions de CO2, le prophète du bilan carbone, le maître incontesté de la punchline climatique, monsieur Jean-Marc Jancovici, s'il vous plaît.
Ça va, Jean-Marc? Je suis venu sans potage. Me voilà très déçu. Jean-Marc, je vais faire un petit portrait de vous pendant 5 minutes. Vous pouvez pas m'interrompre. Parce que je suis une femme et que mon public est woke. Bon courage! Bonsoir. Je suis très contente que vous soyez ici ce soir, parce que c'est quand même pas souvent qu'on peut donner la parole à un homme blanc de plus de 50 ans dans les médias pour expliquer des trucs à une femme, surtout. Bon, c'est très, très rare. Blague à part, je suis vraiment très honorée que vous ayez accepté cette invitation, car vous êtes un expert reconnu et intensément respecté dans votre domaine. Domaine qui regroupe l'énergie, l'industrie, l'économie, les transports, la santé publique, la critique média, le méthane, le dioxyde de chlore, la façon dont la pelouse pousse, les escaliers en colimaçon, les bandes dessinées, ainsi que l'élevage de non pas 1, mais 2 enfants. C'est un gros domaine qui couvre beaucoup de matières. Vous êtes donc officiellement ingénieur, consultant au sein du cabinet de conseil Carbone 4, président de l'association The Shift Project, enseignant à l'école des mines Paris Tech, conférencier, youtubeur, influenceur LinkedIn, chroniqueur chez les RTL, membre du Haut Conseil pour le climat, et après vous dites qu'il faut ralentir, il faudrait voir, à pas trop se foutre de notre gueule non plus. S'il vous plaît, merci beaucoup. Ce serait super. Vous avez fait... Merci 2 personnes d'avoir applaudi, ça me touche beaucoup. Merci. Vous êtes reconnu chez les gens qui s'intéressent à l'écologie parce que vous êtes l'un des premiers concepteurs au monde du bilan carbone. Au début, vous l'avez créé pour les entreprises, pour voir à quel point elles polluaient. Mais maintenant, on peut l'appliquer à tous les objets de la vie. Donc, par exemple, maintenant, on peut savoir pourquoi un produit qui n'a pas l'air d'être particulièrement destructeur pour l'environnement est carrément destructeur pour l'environnement. Ce qui est dingue, parce qu'il y avait une époque où, je pense, on était là. Ce steak de viande ne possède pas de pot d'échappement. Ah, du coup, je vois pas en quoi il pollue, Valouche. Ah, tu te calmes maintenant. Allez, remets-nous un petit jaune. Et puis tu penseras aussi à pas ouvrir de compte bancaire, s'il te plaît. Pardon, je me suis un peu emportée dans le personnage. Vous vous êtes fait connaître du grand public grâce à Internet, en postant des vidéos courtes de 3 heures, 6 minutes et 17 secondes. Avec des titres aguicheurs tels que Jean Covici, École centrale de Nantes, 11-02-2020. Ou encore Jean Covici, 2 points. Intervention à Grignon sur l'agriculture, mai 2023. Et ces vidéos cumulent des millions de vues, comme quoi le putaclic. Il y a que ça de vrai. Pour gagner de l'argent, vous avez créé le cabinet de conseil Carbone 4 qui conseille aux entreprises, notamment des entreprises du CAC 40, des pistes pour réduire leurs émissions de CO2. Alors, vous devez sûrement donner de très bons conseils. Mais est-ce que vous avez pensé à leur suggérer de les appliquer? Moi, je me demande. J'imagine mal la conversation, vous leur dites quoi? Bon alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a fini notre travail à l'heure. La mauvaise, c'est qu'il faut fermer l'entreprise. Voilà. Bon, en même temps, vous produisez du pétrole, hein, donc... allez, ça fait 80 000 € et on prend pas la carte. À part ça, vous êtes également influenceur LinkedIn, le réseau social des gens qui n'ont pas d'amis dans la vraie vie. J'ai pas LinkedIn. Vous frôlez le 1 million d'abonnés, ce qui est, d'après mes sources, très fiable, plus que le nombre de gens inscrits sur LinkedIn. Chapeau. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action climatique du gouvernement. Les réunions annuelles doivent être extrêmement rapides. Bon, alors, cette année, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bon, mettre les SDF à l'ombre, ok, c'est bien, oui. S'habituer aux chaleurs, oui, d'accord. Interdire 3 liaisons de vol intérieur en France, intéressant. Bon, c'est nul. À l'année prochaine, tout le monde, super. Ce qui fait votre succès, Jean-Marc, c'est que vous avez un sacré talent pour expliquer très simplement des choses très compliquées.
C'est d'ailleurs pour ça que vous avez co-créé l'association The Shift Project, dont le but est d'expliquer pourquoi la planète va mal et d'essayer de voir comment on pourrait s'en sortir. Ça tombe bien, c'est précisément ce qu'on va essayer de faire ce soir. Jean-Marc Jancovici, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça va ? J'ai été sage. Ouais, bravo. Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises ? Je sais pas, à mon âge, on oublie tout. Merci d'avoir accepté que je fasse un portrait de vous, parce que normalement, vous n'aimez pas trop. Et là, vous m'avez dit, allez, c'est pour vous, Swanouche. Il ne m'a jamais dit ça, vraiment. Non, en fait... D'abord, j'ai jamais dit ça. C'est ce que je ressentais dans mon corps. Et en fait, j'adorerais avoir des portraits qui sont juste qu'on se foute de moi et que je sache que c'est ça le cahier des charges. C'est exactement ce que je viens de faire. Voilà. Donc là, ça me va très bien. La première fois que vous vous intéressez aux questions climatiques, j'ai lu que c'était quand vous faisiez des recherches sur la question du télétravail dans les années 1990. Bon, qui s'intéressait à ça dans les années 90 ? Bon. Moi, quand je lis ça, j'imagine vraiment Jean-Marc Jancovici en train de brainstormer sur comment on pourrait trouver des excuses pour rester en pyjama toute la journée. Je vous imagine sur votre Windows 95. Ça fait comme ça. Est-ce que c'est mauvais pour la santé de se laver qu'une fois par semaine ? Et à ce moment-là, ça a fait tilt. Vous vous êtes dit, attendez, on va tous mourir. Donc ma première question, c'est comment vous avez eu le déclic ? En fait, le déclic, il n'est pas du tout venu avec les douches, parce qu'à l'époque, effectivement, je me lavais une fois par semaine et ça me posait absolument aucun problème. Non. Alors, le déclic, il est venu avec les trajets, tout simplement. Parce que télétravail, ça voulait dire moins se déplacer. En tout cas, c'était vendu comme ça par les opérateurs de télécom qui avaient très envie qu'on fasse plus d'octets et moins de kilomètres. Et donc, j'ai commencé à regarder ça. Et déplacement, j'ai vu arriver gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Voilà, puis j'ai commencé à creuser. C'est arrivé comme ça. Et là, la passion est née, quoi. La curiosité, en fait, est née. Enfin, ou plus exactement, la curiosité s'est exprimée. Parce qu'avant, la curiosité, elle s'exprimait éventuellement dans d'autres sujets. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai commencé, j'ai juste commencé à creuser. J'ai pas eu beaucoup de mérite. Hein. En fait, la chance joue occupe énormément de place dans les destins qu'on croit un peu hors normes. En fait, très souvent, les gens, ils étaient juste au bon endroit au bon moment et ça a été mon cas. Que pensez-vous du nucléaire ? Non, je rigole. Eh ben, que sans lui. Je rigole. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, on va pas parler du nucléaire, Jean-Marc. C'est dommage parce que sans lui, vous seriez pas là. Oh, arrêtez. Commencez pas, je comprends. Commencez pas. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi dans les loges, vous avez dit que vous aimiez pas les étoiles. Parce que c'est des réactions nucléaires. Oh là là, mais il est trop fort. Voilà, il connaît la science. Je ne peux rien répondre. Je comprends. Non, mais attendez, mais je vous explique pourquoi on parle pas du nucléaire. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Et aussi, il y a 2750 vidéos de vous qui parlent de ça sur Internet. Donc, je me dis, bon, on peut peut-être parler d'autre chose. Voilà, on peut lire vos livres si on veut savoir à quel point vous adorez le nucléaire. Bah oui, parce que non, mais moi, ce qui m'intéresse... moi, j'aime les ciels étoilés. Absolument. Oui. Il nous fait le coup du ciel étoilé. Ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les conséquences que tout ce bazar va avoir sur nos vies. En gros, les conséquences du réchauffement climatique sur notre quotidien et dans notre chair. Ma première question, c'est est-ce que le monde qu'on connaît, dans lequel on peut manger à notre faim, se déplacer sur des routes ou des rails fonctionnels, se faire soigner quand on a une rage de dents et aller faire du trampoline le dimanche, chacun ses passions, est-ce que ce monde va changer ? La réponse est oui. Est-ce que vous pouvez développer ? Alors en fait, ce monde, il est essentiellement dû aux énergies fossiles et en particulier au pétrole. Si la nature ne nous avait pas donné de pétrole gratuitement, puisqu'on n'a pas payé pour que le pétrole existe, le XXe siècle n'aurait pas existé. Et en fait, le monde qu'on connaît aujourd'hui n'existerait pas. Il n'y aurait pas de rouge à lèvres, par exemple. Ce serait ballot quand même. Hein. Il n'y aurait pas de roues de roller. Ça, c'est un drame. Sérieusement, donc le monde qu'on a connu, effectivement, doit son existence aux combustibles fossiles. Donc, un monde sans combustibles fossiles ne ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. On en a des exemples dans le passé. Le monde d'avant les combustibles fossiles, manifestement, ne ressemble pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes de stand-up à l'époque. Il y en avait quelques-uns qui vivaient en roulotte. Les saltimbanques, ouais. Ils vivaient en roulotte. Comme moi. Voilà, parce que moi aussi, j'ai mes fiches. Parce que... Parce qu'ils se baladaient, on n'a aucun village ou aucune même petite ville n'avait les moyens d'entretenir une troupe de théâtre permanente, donc ils se baladaient de ville en ville, etc. Comme le cinéma après. Donc c'est un monde qui est
très différent du monde d'aujourd'hui, clairement, le monde d'il y a quelques siècles. Et un monde sans combustible fossile du tout est un monde terriblement différent du monde d'aujourd'hui. On a du mal à l'imaginer. Du coup, on a du mal à le rendre désirable. C'est compliqué de rendre désirable un truc qu'on n'est pas capable de décrire finement. Mais c'est sûr que ça sera très différent. Par exemple, si on parle du travail, vous dites en 1821, 2 tiers de la population travaillait dans les champs. Et aujourd'hui, il y a une explosion des emplois dans le secteur tertiaire. Donc, le secteur tertiaire, c'est les emplois du service. Je l'explique. Donc, tout ce qui est retoucher des photos pour Instagram, servir à manger, faire des massages, vendre des piscines ou être une influenceuse sponsorisée par une entreprise de sextoys. Voilà. Ça, c'est tous les métiers du service. Et quel service, les sextoys, mon ami? Non, mais voilà, non, mais je précise quand même. Voilà, c'est il faut une base super service. Il faut quand même une base industrielle pour ça. Oui, bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Mais pour les vendre, il suffit de se... Ah, alors... Si dans la salle, il y a ce soir des designers d'intérieur, des community managers... C'est le cas de le dire. C'est clair. Pardon, ça va échapper. Est-ce que leurs métiers existeront toujours dans 10 ans? Des designers d'intérieur? Oui, par exemple. Bah oui, tous les gens qui habitent quelque part. La bonne question, c'est est-ce qu'ils seront payés pour ça? Est-ce qu'ils seront payés pour ça? Oui. Merci de refaire mes fiches. Non, je plaisante, mais je veux dire, tous les gens qui changent leur intérieur sont des designers d'intérieur. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aura encore une solvabilité pour ce genre de choses? Non, il y a beaucoup de métiers de service aujourd'hui qui sont des métiers entre guillemets de luxe. C'est-à-dire que c'est du luxe qu'on s'offre dans un monde dans lequel tous nos besoins primaires sont satisfaits et très au-delà. Je ne parle pas des sextoys. Et donc, on a la possibilité de dégager à la fois du temps de bonhomme et du temps de machine, puisque notre monde est un monde de machines, pour faire tout un tas de trucs, dont de l'architecture d'intérieur. Il y a quelques siècles, les gens qui étaient capables de payer d'autres personnes pour faire de l'architecture d'intérieur, c'était des nobles, voilà, et quelques riches commerçants, mais enfin, ça se limitait à ça. Mais donc, avec les ressources, les énergies fossiles qui vont arriver à manquer, avec la crise climatique qui arrive, est-ce qu'on risque de retourner à cette époque du travail? C'est un danger, c'est un vrai risque. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout acquis pour l'éternité dans un monde sous stress. Voilà. Et moi, ce qui me... Alors là, pardon d'être un tout petit peu tragique après, mais enfin, on rigolera plus tard, je pense. Il y a des choses qui me tarabustent, qui sont la stabilité sociale, la pérennité du système démocratique, la paix. Tout bêtement. Même moi qui ai le double de votre âge, j'ai toujours vécu dans un monde en paix. Bon, j'ai connu la guerre, loin, d'accord, dans les Balkans, loin, quoi, pas chez moi. C'est exceptionnel. Je veux dire, la génération de mes parents n'a pas connu ça, la génération de mes grands-parents n'a pas connu ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il y a des choses comme ça enfin, je veux dire, je suis pas totalement serein sur le fait qu'on va réussir à garder ça dans un monde qui va se déstabiliser fortement. Et quelque part, ça m'ennuie beaucoup plus que l'idée qu'une personne sur deux doive descendre de sa voiture et monter dans la voiture du voisin pour aller au boulot. Donc pour vous, clairement, vous pensez que la démocratie est menacée? Oui. Il faut que je développe. Et c'est là que je sors ma meilleure punchline, qui est « au secours ». Bah, en fait, la démocratie, on constate historiquement qu'elle est née dans des mondes en croissance. Le premier pays à avoir basculé dans la démocratie en Europe, c'est la Grande-Bretagne, qui par ailleurs est le premier pays à avoir développé une économie en croissance basée sur les combustibles fossiles. Et je ne connais pas d'exemple de pays qui soit resté en démocratie dans un contexte de contraction durable, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de contraction durable dans le monde aujourd'hui. Il y a eu des contractions transitoires, par exemple ce qui s'est passé au moment de la Seconde Guerre mondiale. La Grande-Bretagne est restée une démocratie, alors même qu'elle avait les avions allemands qui passaient au-dessus de son ciel, enfin dans son ciel. Les États-Unis aussi, mais ils n'étaient pas envahis. Mais ça a duré 4 ans. Ça n'a pas duré 2 siècles. Bon. Qu'est-ce que la démocratie peut devenir dans un monde qui se contracte de façon durable, tout simplement parce que les ressources qui fondaient la base de l'expansion sont elles-mêmes en contraction? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question, à mon avis, qui mériterait d'être investiguée. En rigolant pour commencer, parce que c'est un sujet un peu anxiogène, et en rigolant un peu moins derrière, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on réfléchisse à ce qui peut se passer. Je ne vois pas tellement de travaux aujourd'hui de politologues, de sociologues. Je viens de décider d'y consacrer les 10 prochaines années de ma vie. Ah. Pour passer des bonnes journées tous les jours. Waouh. Ah oui, ça peut surprendre, peut-être, si vous n'êtes pas au courant. Mais si vous rigolez pas, mes vannes, je m'en charge. Voilà, Vous parlez souvent du monde avant pétrole, et donc vous dites, il y a 300 ans, les gens
mangeaient des patates et des oignons et ils avaient mauvaise haleine. Est-ce qu'on risque tous d'avoir mauvaise haleine demain? Jean-Marc Jancovici. Non, car grâce à la pâte à dents, il n'y a point de pourrissement. Ouais. Avant qu'on ait plus de quoi fabriquer du dentifrice, il va quand même se passer du temps. Ok. Ah, ça me soulage. J'adore le dentifrice. Hein. Non, je sais pas vous, mais voilà, toutes les vannes sont pas drôles. Hein, les vannes sont pas drôles. Non, mais en gros, est-ce que notre alimentation va changer? Par exemple, vous expliquez qu'avant, on mangeait pas de viande régulièrement. Après, on a commencé à manger un poulet par semaine grâce à Henri IV. On pense à lui. Qu'est-ce qu'il me prend? J'espère qu'il n'a pas dit des choses extrêmement racistes parce que là, Non, mais en gros, avant, on mangeait un poulet. À un moment, on a commencé à manger un poulet par semaine et maintenant, on mange de la viande tous les jours. Et en gros, vous dites que manger des vaches qu'on élève, c'est signe d'une société sous perfusion énergétique. Absolument. Et donc, est-ce qu'on va tous devenir végétariens et est-ce que ça sera à cause des bobos gauchos parisiens ou est-ce que ça sera à cause d'autres choses? Ça sera évidemment à cause des bobos gauchos. Enfin, bon, question. Alors, quand on regarde en fait la manière dont les régimes alimentaires ont évolué, en 1800, les Français mangeaient 20 kilos de viande par an. Aujourd'hui, on est quasiment à 100, un peu en dessous de 100. Et ces dernières années, on mange moins de bœuf, mais plus de volaille. Donc en fait, le poids moyen par personne n'a pas beaucoup évolué sur les 10 ou 20 dernières années. Mais par contre, la composition, le type de viande a changé. Qu'est-ce qu'il faut pour manger des animaux? Il faut avoir de quoi les nourrir. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des cultures suffisamment productives pour être capable de faire pousser des végétaux qui vont nourrir les animaux. Aujourd'hui, quand on passe devant un champ, très souvent, ce n'est pas un champ qui va nourrir directement des êtres humains. Un champ de maïs, par exemple, le maïs que vous achetez, là, celui du géant dont je ne nommerai pas la couleur, en fait, ça concerne très très peu de champs. L'essentiel des champs de maïs, c'est pour nourrir des animaux. Les champs de blé, il y en a 1 sur 2 qui va nourrir un animal. Les prairies, évidemment, j'en parle pas. Les gens broutent rarement d'herbe. Donc, en fait, les surfaces agricoles sont essentiellement dévolues à nourrir des animaux. Et pour qu'on puisse manger des animaux et pas des végétaux, il faut que les surfaces agricoles soient très productives. Et ça vient des combustibles fossiles. Quand on a mécanisé, avant les combustibles fossiles, en gros, les surfaces agricoles en France, des bons rendements, c'était de l'ordre de 1,5 tonne de blé à l'hectare. Avec les combustibles fossiles, on est passé à 7 à 8 tonnes à l'hectare. D'accord ? Et vive le pétrole! Alors, vive le pétrole, pardon. Absolument. Je peux rigoler, hein, sinon, s'il faut, non, bon. Fair enough. Vive le pétrole, parce que le pétrole nous a donné quoi? Il nous a donné les tracteurs, donc la mécanisation, qui a remplacé les chevaux en étant beaucoup plus puissant. Ça nous a donné les engrais, en particulier les engrais azotés, qui sont des fertilisants, et ça nous a donné les phytosanitaires, qui empêchent les petites bêtes de boulotter les cultures à notre place. Petites, essentiellement, oui. Et donc, ça a énormément augmenté le rendement des cultures. Et incidemment, alors ça c'est un truc qui va évidemment défriser les bobos gauchos, ça a contribué à sauver la forêt. Parce que dans un monde dans lequel les cultures sont considérablement moins productives, à population donnée, on a besoin, et à régime alimentaire donné, mais même à population donnée, on a besoin de beaucoup plus de surface. Donc le grand paradoxe qu'on connaît, c'est que le charbon a sauvé les forêts au début parce que les forges étaient en train de manger tout le bois disponible dans ce pays. Et ensuite, le pétrole a fini de sauver les forêts en permettant de nourrir une population croissante sans défricher toutes les surfaces où il y avait des arbres. C'est perturbant, hein? C'est très perturbant. Attendez, j'ai une question qui m'obsède, moi, à chaque fois qu'on parle d'écologie. Aujourd'hui, il y a 48 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. 1 Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Est-ce qu'on va avoir encore plus faim en France? Alors, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que c'est qu'un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim, parce que si on mange durablement pas à sa faim, on finit par mourir. Un seul Kinder Délice par jour. Non, mais donc, je confesse mon ignorance, j'ai jamais pris le temps de creuser ce que signifie ne pas manger à sa faim. Est-ce que ça veut dire avoir faim un jour dans l'année, mais on se rattrape le jour suivant? Est-ce que ça veut dire être chroniquement sous-alimenté jusqu'au moment où on devient totalement anémique et où on en meurt? Donc là, j'ai pas la réponse. Je sais pas dire ce que ça veut dire. Il y a des gens qui meurent franchement de faim dans le monde. Il y en a.
c'est très souvent aujourd'hui lié à un problème d'acheminement de la nourriture qui ne peut pas s'organiser pour des raisons de conflit. Voilà, en général, c'est lié à ça. C'est pas lié à un défaut de nourriture dans le monde. C'est pas ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec la crise climatique qui arrive, le manque, la difficulté de sortir les énergies fossiles, on risque en fait, d'avoir plus, la conjonction de la décrue des énergies... Alors, les énergies fossiles ont amené une autre chose essentielle, qui sont les capacités de transport. Et les capacités de transport fait qu'on peut mutualiser les récoltes. C'est-à-dire, si ça pousse ici et que les gens ont faim là, c'est très simple. Entre les deux, on met un bateau ou un camion, ou les deux. Et donc, les gens mangent partout. Et aujourd'hui, des gens qui meurent vraiment de famine, encore une fois, sur Terre, il y en a. Mais par rapport à ce que c'était il y a 3 siècles, c'est totalement insignifiant. Les combustibles fossiles ont aussi amené la possibilité d'avoir de la sécurité alimentaire en amenant rapidement de la nourriture là où ça pousse pas, là où les récoltes sont mauvaises, etc. Dans un monde sans camions, par exemple, les Espagnols, là, cette année, il y en a une partie qui mourrait de faim. Ils viennent de perdre 80% de leur récolte de céréales à cause de l'épisode de sécheresse et de canicule qu'on a connu. Et donc, ils vont manger notamment grâce aux moyens de transport qui permettent d'acheminer la nourriture depuis ailleurs. Donc, les combustibles fossiles nous ont amené ça aussi. Alors maintenant, on fait le raisonnement à l'envers, donc on continue à rigoler. Dans un monde sans combustibles fossiles, ou avec de moins en moins de combustibles fossiles, il y a un risque sur la productivité agricole et il y a un risque sur la mutualisation des récoltes. Bonne soirée. Alors, 40% de l'électricité mondiale provient du charbon. Donc, en gros, je simplifie. Quand tu... J'arrive pas à croire ce que j'ai écrit. En gros, tu sors des trucs noirs, tu les sors du sol et quand tu les brûles, ça aggrave le réchauffement climatique. Soit ni scientifique. Et vous dites, utiliser Internet, c'est utiliser du charbon. Est-ce que dans un monde sobre, il y a encore Netflix ? On s'en fout de Netflix. C'est vous qui le dites, hein. Ah, moi je m'attendais à... Est-ce qu'il y a encore des podcasts de Swan Périssé ? Sex Education, c'est... Oh. Jean-Marc, est-ce qu'il y a encore YouTube ? Bon. On a fait un beau signe de YouTube, là, qui brûle. Mais parce qu'on veut pas qu'il brûle, vous avez compris ? La question, la réponse, c'est pas sûr. Aujourd'hui, le digital, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 planétaire. Ce qui veut dire que ça consomme à peu près 4% des combustibles fossiles sur la planète. Alors, à quoi ils servent, ces combustibles fossiles ? Ils servent à faire la caméra qui est en train de nous filmer, ils servent à faire les smartphones, ils servent à faire les ordinateurs, les composants de réseau. Et par ailleurs, ils servent à faire tourner les centrales électriques qui alimentent tout ce bazar derrière. Est-ce qu'on a encore, dans un monde de plus en plus sobre en matériaux et en énergie, la possibilité d'avoir un système digital aussi gros ? C'est pas sûr. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Merci Jean-Marc. On va bien avancer avec ça. Ça va sûrement changer notre rapport au temps. À l'époque où il n'y avait pas d'énergie abondante, il n'y avait pas d'études longues, de retraite, ni de temps pour les vacances. Si moi, je peux plus partir en vacances, Netflix and chill, regarder un petit porno, au calme, boire du rosé en terrasse et faire du kayak, à quoi vont ressembler mes journées ? C'est plus le moment où je suis obligé de me taire, là. Non. Eh bien, autre chose. J'essaie de faire prendre conscience aux gens, Jean-Marc. Vous m'aidez pas du tout, là. Ils regarderont les étoiles. Voilà. Mais ils m'invitent en date ou quoi, là ? C'est bizarre. Alors, vous dites, les enfants, tu leur dis, attention, le doigt dans la porte, ils écoutent pas. Ils se prennent le doigt dans la porte, puis ils arrêtent de le mettre. À votre avis, quand est-ce que nous, on va se prendre le doigt dans la porte et comment ? Excellente question que je vous remercie d'avoir posée. C'est un plaisir. C'est moi qui l'ai écrite. J'en sais rien. Idéalement... Non. Il est nul comme invité, franchement. Non, mais bon. C'est nul. J'en sais rien, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'espère le plus vite possible. C'est-à-dire que j'espère que le plus vite... Parce qu'aujourd'hui, on se prend déjà des doigts dans la porte. Encore une fois, quand on regarde autour de nous, les incendies ici, les sécheresses là, une partie des bâtiments qui commencent à se fissurer, une partie des migrations qui commencent déjà à poser problème, de la disette alimentaire qui déclenche déjà des émeutes ou des déstabilisations politiques. Par exemple, le printemps arabe en 2011, c'était typiquement ça. Il y avait un déterminant climatique très fort. Donc des doigts dans la porte, on commence déjà à s'en prendre. Et pour le moment... Alors, je ne sais pas si on ne réalise pas que c'est des doigts dans la porte, ou je ne sais pas si ça ne fait pas encore assez mal, d'accord ? Donc la porte ne coince pas. Mais en gros... On a compris la métaphore. Voilà.
Mais en gros, pour le moment, enfin voilà, on ne s'est pas pris des coups suffisants sur la tête pour se dire non là vraiment il faut qu'on se réveille et il faut qu'on parte dans une autre direction. Et en plus, il y a quelque chose qui est un danger supplémentaire dans cette affaire. Alors c'est pas de moi ce que je vais vous dire, hein, c'est d'un homme qui s'appelle François Gémen, mais qui a expliqué que dans un monde dans lequel ça commencera à aller très mal, en fait, il est fort possible que la réaction soit pas du tout de se dire on va collectivement se serrer les coudes pour faire en sorte qu'on se mette à orienter la société d'une manière différente. On va juste chercher des coupables et des boucs émissaires, et ça sera encore pire. Marine Le Pen, par exemple. C'est pas vraiment un bouc. N'hésitez pas à prendre mes analyses politiques pour les développer dans des débats plus tard. C'est pas vraiment elle bénéficie plutôt de ce genre de truc. C'est pas elle le bouc émissaire, mais elle en bénéficie, bien sûr. La montée du populisme est un danger qui nous guette dans ce genre de contexte, c'est absolument évident. Et du reste, on le voit bien aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Attends, 2 secondes. Bon, est-ce qu'on est obligé de retourner au mode de vie paysan, ou est-ce qu'on peut s'organiser en tant que société pour garder ce qu'il y a de bon dans le cochon? Et j'ai perdu tous les véganes avec cette expression. J'aimerais qu'on parle de sobriété choisie, Jean-Marc. La sobriété choisie peut-elle être sexy? Vous dites, je ne sais pas pourquoi personne rigole, mais je trouvais ça super bien amené et subtil et bien lu. Vous dites que regarder le problème droit dans les yeux aujourd'hui peut avoir des aspects positifs, qu'il va falloir inventer des nouveaux secteurs, créer de l'emploi, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif dans construire un monde plus sobre? Et on a besoin d'exemples, s'il vous plaît. Alors les exemples les plus simples, enfin ou plus exactement les domaines dans lesquels c'est le plus simple, c'est les domaines dans lesquels on est déjà dans l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir autant que ce qu'on a aujourd'hui nous joue déjà des sales tours. Alors les exemples, on les connaît dans le domaine de la santé. Par exemple, aujourd'hui, on a un excès de voitures et un excès de pollution. On a un excès de voitures et un excès de sédentarité. Et on a un excès de nourriture et un excès de poids, en gros. Donc il y a des domaines dans lesquels on est déjà dans l'excès. Et là, le fait de devenir plus sobre, c'est un discours qui peut s'articuler exactement comme on a articulé le discours sur le tabac. Faites-en moins, vous vous porterez mieux. Bon. Ça, c'est assez facile à amener au début. Il y a un autre sujet sur la sobriété qui est un sujet sur si vous avez moins, ça vous coûte moins cher. Donc il y a un sujet strictement économique qui est quand même un sujet important pour beaucoup de gens. Il n'y a pas juste les étoiles dans la vie. Et donc la question de la possibilité d'économiser et donc de retrouver des marges de manœuvre dans d'autres domaines est quelque chose qui peut aussi être un argument, d'autant plus que malheureusement, quand on regarde le revenu disponible des ménages en France, il diminue depuis 2010. Donc l'essentiel de nos concitoyens, ils sont déjà gênés aux entournures, ils ont déjà besoin de chercher des marges. Donc si on leur amène des marges en leur disant ça réunit plusieurs avantages, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Maintenant, il y a des comportements de sobriété dans lesquels il faut que les gens aient la possibilité de les exercer. Alors, je vais prendre un exemple. Un exemple qui est la voiture. Dans le domaine de la voiture, exercer la sobriété, ça veut dire avoir délibérément des plus petites voitures et les conduire moins. Alors ça, c'est possible si l'urbanisme s'y prête, et c'est possible si vos schémas mentaux s'y prêtent. Aujourd'hui, avoir une voiture un peu importante, ça reste un objet de statut social. Et donc, il y a aussi une responsabilité collective, quelque part, qui est de faire en sorte que les règles qui font qu'il y a du statut, progressivement, on les change. Alors, ça, c'est pas de la responsabilité d'un seul individu, quelque part. C'est quelque chose de plus collectif. Notamment la responsabilité des influenceurs? Ils peuvent très bien jouer un rôle positif dans ce domaine-là, oui. En disant, ouais, regarde ma petite Clio, pop, pop, pop. Et ma bicyclette. Mes rollers. C'est des exemples? Oui, les sujets de statut, ils ont toujours changé, c'est des sujets culturels, quoi. Donc ils ont changé parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont amené quelque chose de nouveau et qui ont fini par avoir de l'audience et de l'estime, bien sûr. Alors, vous dites qu'on va avoir la décroissance et que si on s'organise bien, on va pas forcément souffrir. Ah bah c'est exactement ce à quoi vous venez de répondre, on est d'accord? Ouais, enfin, on va moins souffrir. Ouais. Yes, I. Non, mais c'est évident qu'il va y avoir des moments pas simples. C'est absolument évident. Mais des moments pas simples, malheureusement, on va en avoir de toute façon. Mais est-ce qu'il y a un exemple concret? De quoi? De comment on va tous en chier, quoi. Il y en a plein. C'est vrai, ouais.
J'ai l'impression que la prise de conscience, ça se fait depuis que les bourgeois ont chaud. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans le corps, tu peux pas aller faire ton footing, et là, ils sont là, ah mon Dieu. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux parce que même les bourgeois sont des animaux qui fonctionnent avec leur sens, comme les autres. Et donc, c'est une réédition du doigt dans la porte. C'est-à-dire que, alors, il faut quand même voir qu'il y a quelque chose une réalité sociologique, c'est que l'argent et le pouvoir, ça immunise contre la sensation que les choses vont pas bien. Parce qu'en fait, dans son univers propre, on se dit qu'on continue à avoir la maîtrise de son destin, et non seulement la maîtrise de son destin, mais la capacité à infléchir les choses si jamais ça va pas bien. C'est ça le sentiment que donne le fait d'avoir de l'argent et du pouvoir. Et donc, effectivement, quand on n'est pas pressé d'agir, quand on est dans un endroit dans lequel on se sent immunisé par son patrimoine et par et par sa position sociale, on va dire, qui permet d'échapper à court terme aux ennuis. Donc c'est tout à fait vrai. À un moment, il faut que ça les concerne en direct, les gens qui sont dans cette catégorie-là, pour qu'ils commencent à agir. Alors ils peuvent avoir chaud, ils peuvent avoir des enfants qui les emmerdent, ça fait aussi partie de des réalités de la vie. Des enfants qui les emmerdent ? Absolument. Ils peuvent avoir un bout de forêt qui s'est mis à cramer. Parmi leurs hectares. Oui, absolument, parmi leurs hectares. À eux-mêmes. Voilà. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui s'est esclaffé comme ça. Oh mon Dieu, mon bois! Non. Alors, il s'est pas esclaffé, et en l'occurrence, lui, ça n'a pas cramé, il a pris des scolites, mais c'est pas grave. Il a pris quoi ? J'ai pas compris. Ah, un partout. Des scolites. C'est des petites bêtes. Je sais ce que c'est. Faites pas genre, vous savez ce que c'est les scolites. Calmez-vous bien, là. Calmez-vous bien. Les scolites, toi, non. Bon, alors on va repartir du début. Bande de bourges, là. Nos scolites, on en a partout dans nos bois. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un épicéa ? Tout à fait, c'est un grand arbre. Voilà, donc c'est un bon début. De l'ombre. Eh bien, le scolite, c'est un insecte qui est un parasite de l'épicéa. Et donc, quand l'épicéa se porte très bien, il supporte le parasite, et quand il commence à être affaibli par la sécheresse, le parasite le boulotte et craque, l'épicéa meurt. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est ça qu'il avait eu. Voilà, donc je suis sûr que ça va beaucoup mieux. Et donc, mais c'est très clair que ces gens-là, moi, je les fréquente dans le cadre de mon activité de conseil. D'accord ? Je vois bien, parce que les clients d'un cabinet de conseil... Faut bien mettre du beurre dans les épinards. C'est pas ça, c'est les clients d'un cabinet de conseil, c'est des cadres dirigeants, et les cadres dirigeants, ils font partie des gens dont on parlait juste avant. Qui ont des problèmes d'épicéa à la maison. Absolument, c'était une réalité sociologique. Qui ont des problèmes de scolite et d'enfants. Donc, je ne sais pas si on peut faire une contrepétrie. Non, pardon. Et donc, je vois bien qu'ils passent à l'action nécessairement quand il y a quelque chose dans leur entourage proche, parce qu'ils sont comme tout le monde, comme tous les gens dans cette salle, comme vous, comme moi. Il faut à un moment qu'il y ait un truc qui parle à nos sens pour qu'on décide de changer. On est tous fait pareil. Est-ce que les gens très riches qui peuvent se payer la clim, avoir des gens qui les aident à la maison, mettre des barrières électrifiées, il y a même des gens qui se construisent des bunkers et tout, est-ce qu'ils vont vraiment tenir plus longtemps que les autres ? Alors, eux tout seuls, non. La question, c'est combien de temps est-ce que leur position sociale leur permet d'avoir des gens qui leur permettent de tenir cette position-là. Parce que tout seul, même derrière des barrières électrifiées, etc., quelqu'un de tout seul, il tient pas. Comment est-ce qu'il mange déjà ? De la nourriture déshydratée dans laquelle il met de l'eau chaude. Oui, mais elle arrive comment chez lui, la nourriture déshydratée ? Il a stocké. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est il lave là les caves. Alors, c'est le mythe survivaliste, en fait. Voilà, c'est le truc de l'Américain qui s'enterre dans son bunker avec 250 ans de boîte de conserve, 40 000 cartouches. Voilà, une vie fun, finalement. Voilà, une vie fun, exactement. Alors déjà, c'est pas drôle, ça, je suis d'accord. Mais en fait, les gens qui résistent dans ce genre de situation aujourd'hui, les gens qui ont des barrières, en fait, quand je parlais du pouvoir et de l'argent, en fait, qu'est-ce que c'est le pouvoir et l'argent ? C'est la possibilité de s'acheter ou d'obtenir la collaboration d'autres personnes au maintien de ses propres conditions. Bon, donc tant que ça flotte, effectivement, ils sont un peu plus préservés que les autres. Mais l'entraide, elle peut exister dans d'autres conditions. Donc en fait, ce qui est clair, c'est que face à l'adversité, un individu seul, il n'ira jamais très loin. Toute la question est de savoir comment est-ce que face à l'adversité, on arrive à créer de l'entraide. Non. Petit message aux riches, si vous ne savez pas éplucher vos patates, vous êtes dans la merde. Voilà, alors...
Ok. Dans une interview, vous dites que pendant des années, vous avez essayé de convaincre les gens de se bouger en disant « On va tous mourir! C'est horrible! On va tous mourir !» Plus ou moins, vous avez dit ça, plus ou moins. Et vous vous êtes rendu compte que c'était pas suffisant de promettre des contreparties très très lointaines. Pour amorcer le changement, il faut pas seulement du positif sur le long terme, mais du positif sur le court terme. Qu'est-ce que ça pourrait être, ces contreparties ? Alors en fait, j'ai même dit pire que ça. J'ai dit que le climat, on ne savait pas en faire mieux qu'un codicile de long terme d'un bénéfice de court terme. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à l'action. Un codicile, c'est pas une bestiole, hein, c'est pas dans les bois, ça. Mais moi, j'ai compris, contrairement au public, donc je vous laisse expliquer pour les autres. Donc en fait, on ne sait pas faire mieux que ça, à cause du fait qu'on est des animaux pilotés par nos sens, je le redis. Je vais prendre un exemple, qui est le fait de se mettre à faire du vélo. Alors c'est un exemple qui est anecdotique à l'échelle française. Ça fait mal au mollet. Ça fait mal au cul, au mollet, partout. Bon. C'est anecdotique. Il est vulgaire. Bon. Ça fait mal au postérieur. Vous avez parlé d'une couille dans la bouche pendant que vous y êtes. Donc c'est anecdotique à l'échelle du pays aujourd'hui. Hein. Ça représente quelques pourcents des déplacements. Des couilles dans la bouche ça, à mon avis, c'est plus fréquent. Pardon. Excusez-moi, Jean-Marc. Non, je pense que c'est plus fréquent que le cyclisme. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus rare de la garder avant de monter sur scène. Mais... J'ai l'image. J'ai la sensation. C'est un peu dur de garder le fil de sa pensée avec vous, mais bon. Donc je prends cet exemple qui est raisonnablement anecdotique, sans faire de comparaison avec d'autres choses, qui est se mettre à faire du vélo. En fait, la majeure partie des gens qui se mettent à faire du vélo, je ne vais pas dire qu'ils en ont rien à foutre de la planète, mais il n'y aurait pas la planète, ils le feraient tout autant. Ils le font tout autant parce que ça leur fait faire un peu d'exercice, parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ne sont pas dans une bagnole, parce qu'ils ne sont pas dans le métro, parce que je sais pas quoi, ils n'ont pas le stress de trouver une place de parking, ça leur fait faire un peu de sport, voilà. En fait, l'essentiel et il se trouve qu'on a au passage un bénéfice qui est que ça perturbe moins le climat qu'une voiture. Et en fait, les gens qui se mettent à faire quelque chose qui est bon pour le climat, en général, ils vont toujours le faire pour une raison de court terme, qui par ailleurs est une raison suffisante en elle-même, quelque part. Et donc c'est cette raison suffisante qu'il faut arriver à leur vendre. Alors, les gens qui sont végétariens, souvent, la première raison, elle n'est pas liée au climat. Elle est liée aux histoires de bien-être animal. Steak de soja, là, trop bon, on dirait des... Ouais, voilà. Ah non, le truc le plus dégueulasse que j'ai mangé dans ma vie, c'est une saucisse végétale. Et malheureux, ne dites pas ça devant ma chaîne. Dégueulasse. Retirez. Je dis pas que toutes les marques de saucisses... La fausse viande, c'est délicieux. Non. Dans toutes les situations. Non. Surtout quand on essaie de faire un steak aux lentilles soi-même. Les lentilles, c'est bon. Mais les saucisses végétales, c'est dégueulasse. Donc... Pas toutes. On va trouver un sponsor. Alors... trouver un sponsor avec des lentilles. Et donc, souvent, on se rend compte en fait que il y aurait pas j'insiste, il n'y aurait pas le climat. En fait, les gens passeraient à l'action sur ce qu'ils ont décidé parce qu'il y a autre chose à très court terme qui les intéresse en tant que tel, et ça suffit. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'il y a une action qui est bénéfique pour le climat, il faut trouver en fait les arguments de court terme qui font que les gens vont trouver que c'est mieux que le truc qui perturbe le climat. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à leur vendre. C'est vrai que c'est chouette le Vélib. Bon, c'est pas mal le Vélib. Ouais, j'adore. Moi, j'adore. C'était pas ironique. Hein. Ah bon. Une femme sincère, toujours, sans aucune autodérision. Depuis que j'ai appris à vérifier les freins et le pédalier avant de prendre le vélo, je trouve ça très bien. C'est vrai. Merci du tips. Vous pensez que si la France se jette corps et âme dans la décarbonation, ça se dit ça ? Oui. Merci. Nous pourrions inspirer à l'international. Ah bon ? Alors, la réponse est oui. Parce que les gens sont des animaux, nous sommes des animaux mimétiques également. Et donc, si on fait des choses chez nous qui marchent, eh bien, tous les pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes que nous peuvent éventuellement s'en inspirer. Par exemple, les Pays-Bas, c'est des spécialistes des digues, puisqu'ils ont construit leur pays en dessous du niveau de la mer, ce qui est extrêmement inquiétant. Alors, ils ne vont pas s'inspirer du fait qu'on construise des digues, parce que là, on n'est pas très bon. Non, mais je veux dire, les Pays-Bas, ils vont aider maintenant les pays où il y a, la mer qui vient trop sur leur plate-bande. À construire des digues, absolument. Je ne sais pas. Possible.
Mais je vous partage mon savoir, Jean-Marc. Alors, j'accepte. C'est pour moi. N'hésitez pas à en parler en conférence. Il n'y a pas de copyright. Quoi ? Il n'y a pas de copyright. Ah si, vous me reversez les sous. Ah, en plus. Donc, oui, je pense qu'il y a des tas de choses. Si on se met à les faire de façon pertinente chez nous, ça diffusera chez les autres. À chaque fois qu'on a décidé chez nous de faire des choses de façon un peu organisée, parce que ça nous intéressait, nous, on en a souvent tiré une industrie à l'exportation qui marchait plutôt bien. Je peux prendre l'exemple des réseaux d'eau, je peux prendre l'exemple du train, je peux prendre l'exemple de l'électricité. La France est connue pour l'exportation de son modèle de réseau d'eau ? Bah oui, Veolia est une Veolia est une entreprise qui J'aurais pensé travaille à la baguette, mais... dans le monde entier. Alors la baguette, un peu aussi. Mais en l'occurrence, ça n'a pas besoin, la baguette, d'avoir Enfin, c'est pas des systèmes très compliqués. Réseau d'eau, c'est un peu plus compliqué. Vous avez déjà essayé de faire une baguette ? Moi, non. Cette arrogance, Jean-Marc. Moi, non. Mais j'ai un boulanger qui fait ça très bien. Ouais, pardon, je vous ai interrompu. Vous disiez, par exemple, le réseau d'eau. D'autres exemples ? Le train. Faire un système ferroviaire, c'est pas extrêmement simple. Et on est devenu, comme on en a fait pour nous, et que ça marchait bien, on a réussi à en vendre aux autres. Un truc, par exemple, la France a la plus grande boîte d'ingénierie ferroviaire au monde. On a également un très gros fabricant de trains. Donc en fait, je vais prendre un autre exemple, alors qui lui est issu des combustibles fossiles. On est devenu, parce qu'on a dieselisé le parc de voitures, les champions du monde de la fabrication des petits moteurs diesel, et derrière, on en a exporté. Donc quand on prend de l'avance sur quelque chose, et que ça correspond à un problème qui va se poser aux autres, en général, on s'en sort plutôt mieux. Vous fréquentez des milieux de pouvoir, et moi, j'ai l'impression que les politiques sont au courant de ce qu'il faut faire et qui sont très forts en train de ne pas le faire. C'est peut-être un sentiment justifié, mais on va en parler. D'abord, on va faire un petit jeu, si c'est OK. Ça s'appelle l'épreuve du clash. Vous possédez un don que j'envie énormément, celui de clasher absolument tout le monde sans aucune vergogne. Si vous êtes d'accord, on va jouer un petit jeu. Je vous dis une phrase et vous devez y répondre en une phrase courte. Vous faites ce que vous pouvez, Jean-Marc. On n'est pas là pour juger. Professionnel. Je suis votre voisine, je vous reconnais, et je vous dis, s'il fait chaud, c'est pas bien grave. Mettre à la clim. Scolite. Ça marche. Vous avez que des fans ici, vraiment. Je vis dans une ZAD. Je vis au RSA. C'est le portrait de mon mec. Je sais construire mes propres toilettes sèches. Et je vous dis, j'ai hâte que tout pète. Qu'est-ce que je réponds à quelqu'un comme ça ? Je lui explique que dans un monde où tout pète, où tout s'effondre, de toute façon, elle n'aura pas la sciure pour alimenter ses toilettes sèches. En gros, les gens qui... À cause des scolites. Ouais. Non, mais les gens qui se constituent aujourd'hui différemment, notamment dans des écolieux, etc., c'est des choses qui fonctionnent aussi parce que la société ne s'est pas effondrée, en gros. Mais évidemment. Même dans les écolieux, les gens, ils ont besoin de nourriture autre que celle qu'ils font pousser. Ils ne mangent pas juste. Même dans les écolieux, ils ont des enfants qui vont à l'école. Même dans les écolieux, ils s'habillent. Je ne pense pas qu'ils aient les moutons qui sont en train de tondre sur place, plus les chandelins qui font pousser sur place, plus je ne sais pas quoi. Et s'ils portent horreur, la moindre culotte en coton, ils sont déjà dans la mondialisation. C'est vrai. Il faut donc arrêter de porter des culottes. C'est le message. Ouais, absolument. En coton. Je suis pas du tout écolo. Soyez conscients un peu. Mort au slip petit bateau. Non, pardon. Waouh. Non, parce que c'est juste pour dire. Vous avez changé de fan. C'est là-bas. Lui, il rigole pas du tout. Et dans les écolieux, ils peuvent pas mettre de rouge à lèvres parce que c'est de la pétrochimie. Ah non, mais ça c'est terrible. Arrêtez. On est bien d'accord. Donc en fait. Je suis voilà. Olivier Véran. Je suis Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Je sais que... Non, mais vraiment... Et vous me laissez finir Vous me laissez finir Je vais finir par partir pour de bon. Et je vous dis, Jean-Marc, voyons, soyons raisonnables. On ne peut pas interdire les jets privés. Il y a des emplois à la clé. J'ai le droit de rigoler ? Oui. Juste comme ça, voilà. Oui. Donc je rigole. Je suis Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique française. Et je vous dis, tu sais, JM, parfois on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie.
Et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une PJ. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Elle l'a envoyé d'une grosse ou d'une petite voiture, son mail? Ah, très bonne punchline. Je suis Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et je vous dis wesh, JM. Pas du tout, pas du tout. Je vous dis, monsieur Jancovici, les températures, elles sont assez normales pour un été, non? En fait, il peut pas me le dire, j'ai jamais vu. Vous esquivez. Oui, j'esquive. Bonjour, c'est Emmanuel Macron, le président de la République française. J'ai l'impression que la Convention citoyenne pour le climat a servi de papier toilette à l'entière... Ah non, ça c'est mes notes personnelles. Excusez-moi. Bonjour, c'est encore Emmanuel Macron. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut taxer le kérosène. Je rigole. Il faut que chaque collégien plante un arbre à l'école. Moi, je trouve ça très bien qu'un collégien plante un arbre. Mais juste, c'est 1 pour 1 millionième de ce qu'il faut faire, c'est tout. Très bonne réponse, Jean-Marc. Vous ne vous êtes attiré aucun ennemi. Non, mais vous avez essayé de... Pardon. En fait, il faut savoir que les politiques, je les fréquente très très peu. Vous êtes à côté et vous faites... Ah Ouais, enfin... Et ils font... Super, le nucléaire. Non, si j'ai le droit d'être sérieux 30 secondes. J'ai le droit. Bien sûr, bien sûr. En fait, un politique, ça sert à rien d'aller le voir. Je croyais que vous disiez autre chose. À rien. À rien. Non, je suis très sérieux. Tant qu'on n'a pas en main un brelan d'as avec un exposé du problème, la solution au problème et une capacité de nuisance si la solution n'est pas mise en œuvre. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Il faut 3 cartes. Bon. Donc, vous êtes la patronne de la CGT. Vous dites, j'ai un problème, telle catégorie n'est pas assez payée, j'ai une solution au problème, on va les augmenter, et j'ai une capacité de nuisance, si on n'applique pas la solution au problème, je bloque le pays. Bon, là, vous pouvez discuter, vous intéresser. Si vous êtes juste un olibrius qui vous explique, on a un problème, il faudrait qu'on fasse ça, et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Rien. Enfin, je veux dire, où est ma capacité de nuisance? Elle est nulle. Ça ne sert strictement à rien. Donc, quand j'étais jeune et naïf, pour pas dire jeune et con, il m'est arrivé de temps en temps d'écrire à un ministre ou d'écrire à un député. C'était il y a très très longtemps. C'est quand je venais de découvrir le problème. J'ai dit, quand même, vous devriez vous intéresser. Ouais, c'était très mignon, absolument. C'est petit ours brun veut faire de la politique. Et donc, j'ai écrit à quelques personnages comme ça. J'ai ou pas reçu de réponse, ou reçu la réponse de ce que maintenant je sais être le préposé au courrier. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont chargés de répondre à tous les gens qui écrivent en disant « Monsieur le ministre, ou monsieur a pris bonne note de... » Il n'a pris bonne note de rien du tout, mais a pris bonne note et vous remercie pour votre contribution. Voilà, c'est une phrase, c'est toujours la même. Bon. Et en fait, ça ne sert strictement à rien. Donc en fait, les politiques, il faut attendre qu'ils vous demandent d'aller les voir. Il n'y a qu'à ce moment-là que éventuellement ça sert à quelque chose de le faire. Donc moi j'attends que les politiques viennent de voir. Absolument. Il faut attendre que la ministre de la Culture demande à vous voir et à ce moment il se passe des choses. Voilà. Ok. Vous dites, dès 2017 au Monde, vous dites le niveau de prise de conscience est très élevé chez certains patrons. Est-ce qu'il existe des patrons qui savent, enfin pas des patrons de PME, mais des patrons très pollueurs, qui savent très bien ce qui se passe, qui auraient le pouvoir de changer les choses et qui ne le font pas, et pourquoi ? Alors, ils ne le font pas précisément parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses sans s'aborder une partie de leur entreprise. Alors oui, effectivement, il y a une partie... dans le monde du patronat, il y a 3 catégories, on va dire. Il y a les gens qui n'ont toujours pas pris conscience de l'ampleur du problème. Ils sont quand même il y en a beaucoup quand même. Il y a des gens qui ont parfaitement compris et qui sont totalement cyniques. Et il y a des gens qui ont... Patrick. Joker. Et il y a des gens qui... C'est pas vous qui allez vous prendre le procès en diffamation. J'ai dit Patrick, il y a beaucoup de Patrick. Et il y a des gens qui ont parfaitement compris, au sein desquels il y a encore 2 embranchements, ils peuvent vraiment faire quelque chose, parce qu'ils sont déjà un peu du bon côté de la barrière, ou bien ils ne sont pas prisonniers d'une rente, ou ils ne sont pas prisonniers d'un... Voilà. Et il y a ceux qui aimeraient bien faire quelque chose, sincèrement, mais sauf qu'ils sont du mauvais côté de la barrière, ils sont dans le mauvais secteur d'activité, avec les mauvais clients, etc. Et en fait, c'est très compliqué pour eux de réorienter le paquebot à la bonne vitesse. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Mon sentiment, pour comparer avec le monde politique, pour ce que j'en connais, c'est que le niveau de compréhension dans le monde économique du sujet est quand même plus élevé, globalement.
Mais après, encore une fois, on a la stratégie de ses actifs. Donc effectivement, chez Total, ils ont la stratégie de leurs actifs, quoi. Voilà. Pourquoi vous parlez de chez Total? Alors, merci pour cette réponse. Vous et les gens du Shift Project, vous avez écrit un manuel à destination des gens. Je vais montrer à la caméra. C'est mon métier. À destination des gens qui sont au pouvoir, pour pouvoir décarboner l'économie française. Vous et des centaines de personnes, vous avez donc fait la to-do de Macron, on peut le dire. Et moi aussi, je voudrais participer, j'ai des super idées. Je vous dis des propositions et vous me dites bonne ou mauvaise idée. On oblige tous les propriétaires de SUV à porter un porte-jartel à l'effigie de Gabriel Attal à chaque fois qu'ils prennent le volant. Bonne ou mauvaise idée? Ah, j'aime bien. Bonne idée. Pour inciter à la baisse de consommation de viande dans notre pays, on instaure un stage obligatoire de 3 semaines en Bretagne dans le plus grand abattoir de France à main nue. Bonne ou mauvaise idée? Il répond pas. On ordonne la fermeture administrative. Les hommes, ils font qu'une seule chose à la fois. Je peux pas me marrer et répondre en même temps. Alors, ça aurait été trop bizarre. Bonne idée. Pardon, je vous laisse répondre. Alors? Il y a des abattoirs à main nue? Mais non, justement, c'est le... il faut créer des abattoirs à main nue. C'est mon idée. Ah, ouais. Je l'ai breveté. Ouais. Non, ça, je suis pas sûr d'être fanat. Ok, bon, super. Non, attends. Ça va être long et douloureux. Hein. C'est vrai, ça va être horrible. Pour la personne qui le fait, les animaux. Ouais. Alors, c'est très très bon le saucisson. Alors, on ordonne la fermeture administrative de tous les bars à brunch qui servent des avocados toast. Au risque de provoquer des émeutes dans le 11e arrondissement. J'en suis consciente, c'est une mesure risquée. Bonne ou mauvaise idée? Je m'en fous, je suis pas dans le 11e arrondissement. Oh là, auto-centré, les gars! Qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans le 11e arrondissement. On rase toutes les zones commerciales de France et on en fait des pistes de bowling. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Merci. Jean-Marc, j'ai une question super importante. Est-ce que vous aimez le mot carabistouille? J'aime beaucoup le mot carabistouille. Parce que vous l'avez beaucoup dit dans vos livres. Oui, j'aime bien le mot carabistouille. C'est le moment de faire le placement de produit. 800 000 exemplaires! Livre le plus vendu de 2022. Bravo. On va parler, pour finir, de créer un projet collectif. Donc le Shift Project, en français le projet de transition, c'est une association que vous avez créée. Et l'objectif, c'est d'atténuer le réchauffement climatique et de réduire les émissions carbone, de conseiller pour pouvoir faire ça. Donc vous avez sorti ce livre que j'ai un peu lu et j'ai beaucoup saigné du nez. Mais en plus du Shift Project, il y a des milliers de bénévoles qu'on appelle les shifters. Est-ce qu'on peut encore rêver d'un projet collectif? Et si je dis non? C'est triste, mais c'est comme ça. Vous allez être un peu étonné. Bah oui, évidemment. Alors, en fait, est-ce qu'on peut rêver? Il faut essayer de faire en sorte qu'il advienne, oui, bien sûr. Après, c'est quelque chose qui, pour moi, se fait, je sais pas comment dire, ça se fait par la pédagogie, ça se fait par le fait d'entraîner les gens, et ça se fait par la société civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en démocratie, en fait, la démocratie, c'est un système qui est un système remontant. C'est-à-dire il ne se passe rien au niveau politique s'il ne se passe pas quelque chose dans la société civile. Et donc, oui, on peut rêver d'un projet collectif. En fait, il y a déjà des tas d'initiatives collectives qui existent. Il y a déjà des tas de projets locaux, des associations, des trucs qui font des choses ici, des choses là, etc. Des jardins partagés, des pédibus pour emmener les enfants à l'école. Qu'est-ce que je sais? Une AMAP, c'est un projet collectif, une AMAP, hein, etc. Donc, en fait, des projets collectifs, il y en a déjà beaucoup. Ce qu'il faut, c'est essayer d'en faire de plus en plus jusqu'au moment où tout ça donne suffisamment d'élan pour que, au niveau national ou au niveau européen, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Europe structure énormément de choses dans ce qui se passe en France, on arrive à faire aussi quelque chose de collectif et quelque chose d'homogène. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, donc je vous la fais brève. C'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Il y a eu 5 groupes de travail, une centaine de spécialistes qui ont été auditionnés. Et en gros, ces gens venaient de plein de milieux professionnels, des villes, des campagnes. Ils avaient des âges différents, des bords politiques différents. Et ils se sont mis d'accord. Ils vous ont auditionné aussi. Et ils se sont mis d'accord pour proposer 149 propositions. Et parmi les plus... Donc en gros, ils sont allés voir Manu et ils ont dit il faudrait qu'on fasse ça pour baisser les émissions carbone. Parmi les plus emblématiques, il y avait abaisser la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h, interdire les vols aériens intérieurs lorsqu'il existe une alternative de moins de 4 heures en train, et plein d'autres trucs.
Et vous m'avez dit un jour en privé, ce qui était intéressant pour vous à ce moment-là, c'est que vous vous êtes rendu compte que quand on s'impose nous-mêmes nos contraintes, c'est plus facile ensuite de les appliquer. Donc en gros, si on nous dit sur l'autoroute c'est 110 km/h, les gens ils vont être fâchés, pas contents. S'ils ont réfléchi avant, ils ont pu prendre le pouvoir et s'imposer eux-mêmes 110 km/h sur l'autoroute, ils sont plus enclins à le faire. Donc est-ce qu'on ne devrait pas en faire pour tout des conventions citoyennes ? Alors, si, d'une certaine manière. Effectivement, ce que j'avais trouvé extraordinaire, c'est qu'on prend des gens qui ne sont pas plus écolos que la moyenne, on les met dans une position dans laquelle on leur donne deux choses. On leur donne une formation, donc on leur dit quand même à quoi ressemble le problème, et par ailleurs, on les met en responsabilité, c'est-à-dire on leur dit maintenant, vous allez par vous-même dire ce que vous pensez raisonnable de faire dans un contexte comme ça. Et effectivement, quand on met les gens en responsabilité de choisir par eux-mêmes les contraintes qu'ils pensent pertinentes, ils sont toujours beaucoup plus courageux que ce qu'ils sont prêts à accepter. Et ça, c'est l'effet du collectif. Parce que quand les gens décident de manière collective, ils sont capables quelque part d'être plus audacieux parce qu'il n'y a pas la peur de se couper d'un cercle de relations. En fait, on est des animaux sociaux. Donc, s'extraire d'un groupe en se mettant à avoir un comportement très différent de celui qu'on avait avant et qui faisait justement qu'on était dans le groupe, on n'aime pas ça du tout. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est plus facile de changer de manière significative au regard de ce problème dans le monde de l'entreprise, c'est que l'entreprise est un mode collectif, enfin c'est un collectif par construction. Et nous, on aime bien changer en même temps que les autres. D'accord, changer juste tout seul dans son coin et à ce moment ne plus avoir d'amis, on n'aime pas ça, et se couper de sa famille, etc., on n'aime pas ça. Et donc là, on l'a vu à plein avec l'effet de la Convention citoyenne pour le climat. Les gens ont eu de l'audace parce que ça ne les coupait pas de relations sociales. Ils avaient de l'audace en même temps. Donc oui, on devrait faire ce genre de choses de façon plus fréquente. Et on devrait surtout... Alors Macron, il a fait une énorme erreur avec ça. C'était de dire « je prendrai sans filtre ». Pas qu'avec ça, mais en l'occurrence là-dessus, qui était de dire « je prendrai sans filtre ». Et c'était évident qu'à partir du moment où il faisait cette promesse, il ne pouvait pas la tenir. C'est absolument évident. Mais je ne voulais pas en parler car ça casse l'ambiance. Alors on effacera ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici dans la salle ? Pas maintenant, ça serait bizarre, mais ceux qui sont dans la salle, ceux qui regardent cette vidéo ou qui l'écoutent en podcast, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et créer ou rejoindre un projet collectif ? Bonne question. Autre que mettre un sarouel. Bonne question. Alors souvent, les projets qui existent, c'est des projets, j'ai envie de dire, qui sont locaux. Moi, je ne connais pas la totalité de ce qui se passe partout en France, mais dans les projets locaux, il peut y avoir des projets associatifs qui concernent la réorganisation des déplacements, il peut y avoir des projets associatifs qui concernent la nourriture, il peut y avoir des projets associatifs qui concernent la diffusion de l'information, il peut y avoir des projets associatifs qui concernent le bâtiment, une association militante là, qui s'appelle Dernière Rénovation, etc. Enfin, donc il y a des projets associatifs. Non, mais il y a des projets locaux. Il y en a plein. Donc il y a plein. J'ai envie de dire les deux bases qui sont toujours qu'on va toujours retrouver partout. C'est s'informer pour comprendre à quoi ressemble le problème qui nous fait face. Et ça, malheureusement, l'information médiatique suffit pas. Et la deuxième chose, c'est essayer d'incarner ça. Alors, par exemple, faire une empreinte carbone personnelle. C'est un truc qui permet de donner un peu de corps parce qu'on commence à comprendre, etc. Ça peut éventuellement changer de travail. Ça peut éventuellement être de changer de travail. Parce que changer de travail, c'est par construction aller se mettre dans un collectif et dans un projet. Enfin voilà, donc il y a plein de manières de se positionner face à ça. Il n'y a pas un mode d'emploi qui vaut pour à peu près tout le monde, partout et tout le temps, quoi. Merci Jean-Marc. Donc il y a plein de façons de s'engager et ça c'est chouette. Deux questions qui vont devenir, j'espère, les questions emblématiques du podcast. Je me prends pour qui ? Quand vous avez inventé le bilan carbone, en gros, vous avez dit que c'était super relou, que c'était l'équivalent d'une thèse de 500 à 1000 pages. Ça vous a pris environ 4 ans et que vous meniez de front cette activité intéressante mais peu rémunératrice. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous fait tenir ? C'est-à-dire ? Dans votre militantisme, donc ce ne sera pas la question emblématique... Si c'est pas clair, si c'est très mal écrit, on va changer la question. Qu'est-ce qui vous fait tenir, continuer à aller vous faire humilier comme ça en public ? Non, mais aller faire des interviews, à persévérer, à envoyer chier les chefs d'entreprise qui disent « Mais l'énergie verte, c'est super !» Enfin voilà, qu'est-ce qui vous tient, quoi ?
J'ai le droit de dire que j'ai été menacé des pires représailles si je venais pas ici. En fait, moi, je suis dans un contexte très confortable parce que je suis essentiellement entouré de gens qui ont envie de se remuer sur la question. Les gens que je fréquente au quotidien, c'est des gens de Carbone 4, c'est des gens du Shift Project, donc c'est des gens qui, en gros, sont motivés par le fait de vouloir s'attaquer au problème. Donc, j'ai pas besoin de... Enfin, comment dire, ça me fait tenir parce que je suis pas naturellement stressé. Je me dis pas tous les jours, je suis seul face à un truc qui me dépasse. C'est pas ça. Je me dis, on est dans un groupe et on essaye de s'activer. Donc, en fait, moi, je suis déjà du bon côté de la barrière de ce point de vue. Je fais pas partie des gens qui sont tout seuls face à l'horreur. Merci Jean-Marc. Vous savez, moi, je suis artiste et je me pose souvent la question de comment je vais pouvoir continuer à faire mon métier, donc d'humoriste, quand s'il y aura plus de pétrole ou dans le monde de demain. Donc c'est assez chouette parce que quand tu es humoriste, tu racontes des blagues, que ce soit sur scène comme ça avec plein de lumière ou genre dans un champ, bah t'as juste à te foutre de la gueule des gens et c'est super. Mais je m'interroge beaucoup voilà, sur comment on pratique son art sans polluer, sans voyager, faire des tournées, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qu'on pouvait tous faire partout tout le temps, même si l'avenir est terrible, c'est qu'on peut chanter. Et je vous propose qu'on chante tous ensemble, c'est pas une blague. Ok, c'est de l'impro pure. C'est possible que ça sonne faux. Il y a plus de saison, il y a plus de saison, il y a plus de saison. Vous chantez ça, ok? Plus de saison. Il y a plus de saison, 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 il y a plus de saison. On n'accélère pas. On reste dans le tempo. On va tous mourir, ouais. 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 Ce soir on avait Jean-Marc Jancovici. Oh ouais, Jean-Marc. On l'appelle tous Janco, mais j'ai pas osé devant vous l'appeler Janco. On n'a pas parlé du nucléaire parce que j'ai pas envie de me faire insulter sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ça va, Jean-Marc? On a parlé du Shift Project et de ses copains du CAC 40, ouais. Il m'a pas mal clashé et il m'a parlé d'un parasite qu'il y avait sur les IPC1. Je sais même pas dire le nom de l'arbre. Et j'ai pas d'hectare, non j'ai pas d'hectare, ça me fout le sang car j'ai pas d'hectare. Merci Jean-Marc Jancovici, merci à tous. Merci les amis. C'était tellement dur de préparer cette interview. Je suis contente parce que mes prochains invités sont moins vieux que Jean-Marc. Donc ils ont fait beaucoup moins de trucs et les interviews sont beaucoup plus simples à préparer. Mesdames et messieurs, un maximum d'applaudissements. Cette émission est rendue possible grâce à l'énorme soutien de Tilt. Du bruit, s'il vous plaît. C'est un média qui est une mine d'or. Pour en savoir plus sur tous les enjeux qu'on a abordés ce soir, inégalité, climat, préservation de la planète, vous pourrez trouver des pistes pour vous engager, changer le monde. Allez follow le compte Instagram de Tilt. S'il vous plaît, je le remets en story ce soir et demain. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement. On peut faire du bruit pour eux. Merci à l'équipe du studio de podcast Binge Audio, en particulier Quentin Bresson, Camille Codeur, Lise Niedekorn, Jeanne Longhini, Joël Renez, Valentine Mabi, Nicolas Béguet, Fuchsia, la
toutes les personnes qui travaillent avec eux. Enfin, merci Mathilde Doisy, la recherchiste, et mon co-auteur Mathieu Becbédé et son équipe. C'est moi, son équipe. Si cet épisode vous a plu, c'est toutes les 3 semaines sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Les prochaines invitées, car ce sont des femmes, ça sera Camille Etienne et Fatima Wassak. Les enregistrements auront lieu le 2 novembre à Paris, ici au Théâtre de l'Européen, et les places sont déjà en vente. J'espère que vous avez plusieurs fois dans cette conversation eu des déclics. Aimez-vous les uns les autres et ciao.